Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Éric Vibert, expert reconnu de la chirurgie du foie et l'auteur du livre Droit à l'erreur, devoir de transparence aux éditions de l'Observatoire. Entre manque de souplesse, de personnel et de moyens, la crise sanitaire a révélé des failles déjà bien connues du système de soins français, pourtant en transformation constante depuis presque 20 ans. Certaines failles échappent cependant au grand public et aux médias, dont celle de la dissimulation des erreurs chirurgicales. À l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucun chiffre officiel recensant les erreurs commises en bloc opératoire. Comment expliquer cette omerta aussi surprenante que condamnable ? Quels changements bienvenus doivent être mis en place dans les blocs opératoires et le système hospitalo-universitaire entier afin que l'erreur soit reconnue, analysée et partagée avec les patients et les soignants ? Éric Vibert est professeur de chirurgie digestive, spécialiste des maladies du foie et des voies biliaires. Nous le rencontrons aujourd'hui pour parler ensemble de l'omerta sur l'erreur médicale et les enjeux du droit à l'erreur et du devoir de transparence. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Éric Vibert, bonjour. Bonjour. Alors, vous commencez votre livre en confessant une erreur chirurgicale de votre fait, après avoir suivi le conseil d'un confrère plus âgé et plus expérimenté que vous. Vous prenez alors conscience que les rapports du chirurgien avec l'erreur doivent évoluer. Comment avez-vous abouti à cette prise de conscience ? Oui, j'ai abouti à cette prise de conscience par le fait que les erreurs chirurgicales sont souvent des situations qu'on a du mal à comprendre rétrospectivement, et j'avais l'occasion chez cette patiente d'avoir un film qui avait été réalisé au départ pour des raisons purement didactiques. J'ai opéré une patiente jeune d'une maladie bénigne du foie pour laquelle il y avait eu un débat, est-ce que je l'opère, est-ce que je l'opère pas. Finalement, j'ai décidé de l'opérer parce que c'était une maladie qui potentiellement pouvait dégénérer. Et j'ai fait cette hépatectomie sous célioscopie, c'est-à-dire j'ai fait une hépatectomie sans ouvrir le ventre, avec en effet une chirurgie qui s'est parfaitement bien passée. Et à un moment de l'opération, il s'est passé un événement, je ne savais pas à l'époque que c'était un incident, qui m'a fait discuter avec un collègue qui, en toute bonne foi, m'a proposé une solution que j'ai suivie en étant parfaitement d'accord avec lui. Et j'ai fait ce geste qui a consisté en fait à agrafer un des pédicules du foie, donc une des branches du foie qui contenait la maladie, avec une pince automatique, au sein de laquelle j'avais coincé un morceau de tissu, qui est un tissu stérile qu'on utilise habituellement pour pouvoir encercler ces pédicules, pour pouvoir les diminuer en termes de diamètre avant de les agrafer. C'est comme un lacet de chaussure. Et ce petit morceau de tissu stérile, on pensait, et quand je dis on, c'est la personne avec qui j'ai discuté et moi, que ça n'avait absolument aucune espèce d'importance de laisser un petit morceau de tissu stérile dans une agrafeuse. Et en fait, rétrospectivement, comme les choses se sont mal passées en post-opératoire, j'ai analysé les images. Et c'est en analysant les images que je me suis rendu compte que ce que je pensais être un détail était finalement quelque chose de très important, puisque c'est précisément à l'endroit où le petit morceau de tissu était resté coincé entre les agrafes, que les agrafes ne s'étaient pas fermées, et que le petit conduit biliaire était resté ouvert et avait donc été responsable d'une complication post-opératoire grave, qui s'appelle la fistule biliaire, et qui a fait que cette dame jeune qui devait rester hospitalisée 3 jours, est restée hospitalisée 15 jours, 3 semaines. Donc, j'ai compris à l'occasion de cet événement, qui a pour moi été vraiment majeur dans ma réflexion et toute la stratégie que je mène aujourd'hui, sur le fait que l'on devait filmer toutes les opérations, non pas pour fliquer les gens, mais pour comprendre ce qui se passe lorsqu'il se passe quelque chose. Alors, vous décrivez le système de mandarinat. Vous pourriez nous expliquer ce que c'est ? On vit dans un système hospitalo-universitaire avec un système avec un chef de service, avec des adjoints au chef de service, avec des chefs de clinique, avec des internes,
avec des externes, même si maintenant ça s'appelle des étudiants hospitaliers, avec des infirmières, des soignantes. Donc un système qui est très pyramidal finalement. Et c'est vrai que il y a des impacts en termes de relations humaines dans ce système qui fait que dans certains cas, les gens n'osent pas dire au chef de service ou même à son supérieur, je crois que vous êtes en train de faire une bêtise. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc sur lequel on doit travailler. Il y a un truc très très simple pour moi qui commencerait à imposer le tutoiement. Je pense que dans des endroits où on se tutoie, on dit plus facilement les choses. Et d'ailleurs, les pilotes d'avion, même si il n'y a pas beaucoup finalement de points communs entre un bloc opératoire et un cockpit d'avion, imposent le tutoiement. Parce que ça permet d'apporter une proximité entre les gens qui fait que les gens se parlent plus facilement. Donc voilà. Et en effet, le système hospitalo-universitaire français est quelque chose qui est parfois un peu archaïque, qui est en train de se transformer, mais qui fait que certains jeunes chirurgiens, en particulier ceux qui veulent rentrer dans le système hospitalo-universitaire, qui veulent aussi devenir des hospitaliers universitaires, sont obligés de respecter les règles et donc avoir un certain positionnement vis-à-vis de ses aînés. Et voilà. Donc, c'est un système qui se modifie. Et moi, ce que j'espère, c'est que je suis en train de le modifier. Mais moi-même, pour pouvoir le modifier, il a fallu que je rentre dedans. Donc, on détourne pas un avion sans monter dedans. Donc, il faut absolument, de l'intérieur, faire changer les choses. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, en sachant que ça marche finalement assez bien, parce que naturellement, les choses évoluent quand même dans le bon sens. Mais j'essaie d'accélérer les choses. Les biais cognitifs, que ce soit avant ou après la chirurgie, les erreurs, sont dans l'immense majorité des cas les conséquences de biais cognitifs. Un biais cognitif est une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Initialement, c'est un concept qui a été décrit par des psychologues dans les années 70 pour expliquer des décisions irrationnelles dans le domaine de l'économie. Ce sont des mauvaises interprétations de la réalité qui s'expriment dans des situations où la pensée intuitive est aux commandes, par manque de temps ou par manque d'information. La pensée intuitive, c'est typiquement celle qui s'exprime quand on conduit une voiture. C'est aussi celle qui s'exprime souvent lorsqu'on fait de la chirurgie. Éric Vibert, vous venez de nous offrir la lecture d'un extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi ce passage ? Parce que je pense que les erreurs en chirurgie et en médecine d'ailleurs de manière globale, mais c'est encore peut-être plus fort en chirurgie parce que c'est des erreurs pour lesquelles il y a des conséquences directes à très court terme qu'on comprend bien, sont le fait de biais cognitifs dans beaucoup de cas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait une erreur, on le fait évidemment pas exprès, et si on fait une erreur, c'est qu'on n'a pas bien analysé la réalité. Et en fait, au bloc opératoire, dans des situations de stress, on est dans des situations où on ne comprend pas les choses, pourtant on les a devant le nez. La meilleure illustration, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure, avec cette jeune femme que j'ai opérée, avec ce clip que j'ai mis, et pourtant j'ai été devant le film pendant j'ai fait l'opération, j'ai continué à voir la réalité, je n'ai pas vu la fuite. Parce que j'étais dans une certitude que le geste que j'avais réalisé était celui qu'il fallait faire et que ça ne pouvait pas exister. Et en fait, il y a plein de situations comme ça où on interprète mal la réalité parce que on est dans une espèce de tunnel, dans des visions du monde qui sont celles qu'on imagine mais pas celles qui sont réellement, etc., etc. Donc oui, je pense que les biais cognitifs sont quelque chose qui doivent absolument être connus de la part des chirurgiens, de la part des anesthésistes, de la part du personnel non médical, parce qu'en fait, il faut être capable de se regarder penser. Il faut être capable de prendre de la distance par rapport à la manière dont on raisonne. Ça permet de comprendre beaucoup de choses, ça permet d'ailleurs souvent d'être plus heureux parce que vous êtes capable de vous regarder penser et de comprendre que votre pensée n'est pas toujours celle qui correspond à la réalité. Et donc voilà, il y a certains filtres dans certaines situations. Donc les biais cognitifs, c'est exactement ça. C'est de comprendre comment on est capable de penser parce que finalement, on se rend compte que la plupart des erreurs sont toujours un petit peu standardisées parce qu'on a identifié, les gens et les sociologues ont identifié parfaitement bien la manière dont les gens se comportent dans des situations de stress qui sont responsables d'erreurs. Il y a plein de biais cognitifs qui sont décrits, mais c'est quelque chose qui n'est pas très connu du corps médical.
D'accord. Et comment vous faites, vous, aujourd'hui, pour sensibiliser vos collègues ? Eh bien, je raconte des histoires qui me sont arrivées. Je raconte des histoires qui me sont arrivées, comme dans mon livre, parce que j'essaye de prendre justement des histoires qui illustrent parfaitement bien les biais cognitifs. Par exemple, il y a un truc classique qui s'appelle l'effet tunnel, où en fait, vous êtes tellement concentré sur un objectif que vous oubliez tout ce qu'il y a autour. Et je raconte dans le livre une histoire où j'étais en train de faire une anastomose artérielle. Donc j'étais en train de connecter deux vaisseaux l'un à l'autre qui étaient tout petits dans le domaine de la transplantation hépatique, qui est mon métier. Et je n'arrivais pas à faire l'anastomose. Alors qu'habituellement, je n'ai pas de difficulté pour faire de l'anastomose artérielle. Et là, je tremblais. J'avais un tremblement qui était extrêmement inquiétant et qui était extrêmement surtout gênant pour faire l'anastomose. Et je comprenais pas pourquoi je tremblais. Et donc, au bout de la 5e ou 6e tentative pour faire cette anastomose, j'ai dit, bon, on s'arrête. Je sais pas ce que j'ai, je suis fatigué, je suis en train de faire un Parkinson aigu, enfin, je sais pas ce qui se passe. Donc, on s'arrête, on se calme et on reprend plus tard. Et en fait, je suis retourné au bloc, tout seul, presque tout seul, juste avec la ponceuse en face de moi. Et j'ai pris mes ciseaux, ma pince et mon fil, et j'ai fait l'anastomose en 25 secondes, comme ce que je fais habituellement, enfin, sans difficulté particulière. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que je ne pouvais pas faire l'anastomose. Pourquoi ? Parce que il y avait un monsieur qui était à côté de moi, qui était avec un abdomen un peu saillant, et ce qui fait qu'en fait, j'ai été obligé de coudre en gardant les coudes en l'air. Et lorsque vous faites une suture sur un vaisseau de 3 mm, en gardant les coudes en l'air parce que vous n'avez pas la place pour les poser, parce qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui vous gêne, eh bien vous tremblez obligatoirement, parce que vous pouvez pas faire une chirurgie précise en ayant les coudes en l'air, c'est pas possible. Et en fait, j'étais tellement concentré sur mon truc, et j'avais mis un poids tellement fort sur ces échecs qui m'agaçaient de plus en plus, qu'il y avait une ambiance de plomb dans le bloc, et personne a osé me dire... Et disons, Coco, t'as les coudes en l'air, tu peux pas coudre, parce que le type à côté, il t'empêche de poser ton coude. Et le type se sera reculé de 25 cm, c'était bon. Et bah ça, c'est un effet tunnel, où en fait, vous êtes dans un tunnel, et il peut se passer n'importe quoi, eh bien, vous n'arrivez pas à sortir du tunnel. Et ça, c'est très très bien décrit dans l'aviation. Pourquoi cet engagement, Éric ? Pour donner un sens à ma vie. Voilà. Parce que mon métier a un sens à travers le fait que je traite les malades. Donc ça, c'est tout l'intérêt de ce métier. Je crois que le métier de médecin et de docteur et de chirurgien, même d'infirmier, de soignant, ça, c'est un métier qui a du sens. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des métiers qui ont du sens. Ça, c'est indiscutablement un métier qui a du sens. Donc voilà, donc ça, c'est bien. Mais j'avais besoin d'en donner encore plus en apportant quelque chose qui est une transformation importante du système. Et cette transformation importante du système, c'est celle que j'essaye de mener là, à travers justement l'écriture de ce livre, à travers une réflexion que je peux avoir avec mes collègues, après à travers aussi la création de la chaire Innovation BOPA, qui est le lieu que j'ai créé à l'assistance publique pour justement réfléchir à la manière d'augmenter le bloc opératoire au sens large. Voilà. Donc pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je suis un peu hyperactif et que j'ai besoin de faire des choses. Donc ça, je pense que c'est utile, donc je le fais. Pourquoi ce métier ? Pourquoi la chirurgie ? Parce que c'est un métier qui est un métier exaltant. Un métier exaltant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un métier où on est tout le temps entre l'audace et la lucidité. Moi, je fais des sports de glisse. Quand vous faites des sports de glisse, vous êtes concentré sur ce que vous faites. Sinon, vous vous cassez la gueule. Et en chirurgie, c'est pareil. En fait, la chirurgie, comme le kite ou ce genre de choses, c'est des situations où vous êtes concentré dans le moment présent. Il n'y a rien d'autre qui existe que ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est très agréable de ne pas être pollué par l'environnement. Parfois trop, d'ailleurs, parce que l'effet tunnel, c'est typiquement un moment où vous êtes trop dans ce que vous faites. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une exaltation à faire des gestes et à traiter des malades et à enlever des cancers et à faire des transplantations. Pourquoi ? Parce que vous savez que ce que vous faites, c'est on ne peut plus utile. C'est-à-dire vous sauvez la vie des gens. Et je vous assure que lorsqu'il y a un malade ou une malade qui vient me voir en consultation et qui m'apporte des chocolats, un petit courrier, ça me fait super plaisir. Moi, par exemple, je ne fais pas de privé à l'hôpital.
Je pense que je n'en ferai jamais parce que je suis un peu contre en fait la médecine à l'acte, enfin le paiement à l'acte. Je vois ce métier comme une mission, quoi, comme quelque chose qui a pour objectif de sauver des vies. Voilà, et j'ai fait ce métier pour sauver des vies et jusqu'à présent ça marche plutôt pas mal. Pourquoi vous êtes contre la médecine à l'acte ? Parce que je suis contre le paiement à l'acte. Je suis pas la médecine à l'acte, le paiement à l'acte. Je suis contre le paiement à l'acte dans ma spécialité. Pourquoi ? Parce que je fais de la chirurgie hépatique et de la transplantation. Je fais de la chirurgie qui est une chirurgie qui est très compliquée, avec des situations où il faut prendre des décisions entre le traitement A ou le traitement B. Et aujourd'hui, on est dans des situations où finalement, pour une maladie, on a différents traitements. On n'a pas, avant c'était chimiothérapie versus chirurgie ou rien du tout versus chirurgie. Aujourd'hui, il y a plein d'alternatives thérapeutiques qui sont la chimiothérapie, la destruction locale, la radiothérapie, la chirurgie, la transplantation. Bref, il y a une quantité astronomique de solutions, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est pour le bien des malades. Et moi, je ne veux pas que ma décision soit déterminée, même inconsciemment, par une dimension financière. Voilà. Je considère que je dois prendre des décisions qui sont des décisions absolument pas entachées d'un quelconque intérêt financier. Parce que lorsque vous avez une décision A, une décision B, et que vous ne savez vraiment pas ce qu'il faut faire, vraiment pas, si d'un côté vous gagnez, je sais pas, 3, 4 000, 5 000 euros en faisant une opération, eh bien, même le plus honnête des types, et je ne dis pas que les chirurgiens qui font du privé sont malhonnêtes, hein. Je dis que moi, peut-être par excès de prudence, hein, je ne veux pas faire ça à cause de ça. Mais c'est vrai que je traite des situations où on a des malades qui viennent me voir en une fois, deuxième, troisième avis. Donc chez des gens qui ont déjà été contre-indiqués par d'autres collègues qui sont tout à fait compétents probablement. Et moi, je suis là en prenant une décision en tant qu'expert. Je veux absolument que cette expertise soit une expertise qui soit purement médicale, qui soit pas du tout sous-tendue par des intérêts financiers. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que je pense que l'argent n'a pas lieu d'être dans le domaine médical. On a besoin de payer les gens. On a besoin de pouvoir valoriser les gens qui travaillent. Je suis plus à une valorisation de la qualité des soins plutôt que de la quantité. Et c'est pour ça que je travaille sur ce que c'est que la norme en chirurgie, ce que c'est que la qualité d'un soin chirurgical, ce que c'est que ce qui se passe au bloc opératoire, etc. Donc moi, je suis pour une valorisation non pas du nombre, mais de la qualité. Qu'est-ce qui distingue l'erreur chirurgicale de la faute ? Alors ça, c'est ma définition que je vais vous donner, hein. C'est pas la définition du texte de loi, ce genre de choses. Moi, pour moi, ma définition, c'est une erreur, c'est un événement qui est responsable d'un problème, événement indésirable, hein. Alors, j'aime pas le terme d'événement indésirable, parce que événement indésirable, on a l'impression que ça tombe du ciel, alors que souvent, lorsqu'il y a quelque chose, il y a un moment quelqu'un qui s'est planté. Alors, on a compris ou on n'a pas compris, mais je trouve que vaut mieux parler d'un chat, c'est-à-dire qu'il y a une erreur qui a été faite quelque part. Ça peut être une erreur de stratégie, une erreur technique, une erreur de compréhension de l'anatomie, mais en tout cas, il y a une erreur, et cette erreur, elle a été responsable d'une complication post-opératoire et non pas d'un aléa thérapeutique. Et je trouve que là, ces mots événement désirable, aléa thérapeutique sont un peu hypocrites vis-à-vis de ce qui se passe, parce que s'il y a quelque chose, ben voilà, faut comprendre ce qui se passe. Et donc, je trouve que le terme d'erreur est assez justifié. Évidemment, il faut pas que cette erreur apparaisse plusieurs fois, surtout par le même bonhomme. Ça, pour moi, ça définit une faute. Le type qui a plusieurs fois le même problème et qui n'a pas été capable de comprendre ce qui s'était passé, et qui n'a pas été capable de pouvoir corriger les choses, cette personne-là a fait une faute. Parce que elle n'a pas analysé avec suffisamment de clairvoyance son problème. En revanche, quelqu'un qui fait une erreur une fois et qui comprend ce qui se passe, et surtout, qui raconte aux autres ce qui lui est arrivé, ce que je fais précisément dans mon livre, eh bien ça, c'est pas une faute. Parce que il a eu un problème, il en a parlé et il a évité que d'autres fassent la même chose. Et ça, je pense que c'est la définition pour moi et la différence qu'il y a entre la faute et l'erreur. La faute, c'est une erreur qui se reproduit soit par le même bonhomme, soit par quelqu'un de son entourage parce qu'il n'a pas été prévenu par le bonhomme. En dehors du mandarinat, donc de cette hiérarchie, qu'est-ce qui empêche effectivement l'erreur de se dire ?
Je pense que au plan universitaire, au plan académique, il y a cette pression du groupe autour qui vous regarde, parce que quand vous êtes hospital universitaire ou quand vous avez pour vocation de devenir hospital universitaire, eh bien vous êtes observé et vous l'espérez admiré, et vous savez bien que si vous parlez trop de vos erreurs, vous êtes tout de suite un peu moins admiré. Voilà. Donc, il y a indiscutablement ça, et tous les gens qui diront le contraire ne connaissent pas bien le sujet. Maintenant, il y a des situations, et ça je pense que c'est autre chose dans le privé, où là il y a un vrai sujet qui est un sujet légal. C'est-à-dire que, en effet, vous êtes installé dans le privé, vous faites une erreur, eh bien vous pouvez retrouver qu'un procès. Alors c'est vrai dans le public aussi d'ailleurs, mais dans le privé, je pense que c'est d'autant plus la pression juridique, la pression de certains peut-être avocats, de malades, est probablement plus importante. Ce d'autant qu'il y a parfois des intérêts financiers qui sous-tendent tout ça. Et là, je pense que le sujet il est là. Maintenant, que ça soit un collègue du privé ou un collègue du public qui fasse une erreur, moi je trouve que il est absolument nécessaire que cette personne, à partir du moment où elle en parle, ne soit pas attaquée devant les tribunaux et ne paye pas. Ce qu'il faut, c'est que le malade ait réparation. Ça, c'est indispensable. Parce que si vous avez un chirurgien qui vous coupe les voies biliaires et que vous êtes finalement hospitalisé pour de longs mois, etc., et que ça devait durer 8 jours, eh ben, c'est logique qu'il y ait une réparation parce que vous travaillez pas, parce que, etc. Ça, c'est logique. Mais en revanche, il faut que le chirurgien qui a fait ça, à partir du moment où il en a parlé, à partir du moment où il a compris et à partir du moment où il a apporté des solutions par lui, mais par d'autres, parce qu'en général, quand on fait une erreur, il est toujours beaucoup mieux que ce soit d'autres qui la réparent, parce que sinon vous êtes dans un état d'esprit qui est pas compatible souvent avec la réparation, parce qu'il y a un sentiment de culpabilité. Eh bien, moi je trouve que le bonhomme, il a fait le job, parce que il y a pas un chirurgien sur cette planète qui n'a jamais fait d'erreur, ça n'existe pas. Donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que lorsque on fait des gestes avec des prises de risques qu'on connaît, et c'est la grande différence qu'il y a entre un pilote d'avion et un chirurgien, c'est que le chirurgien, il faut qu'il traite un malade parce que là, un type qui a un cancer, et que si on ne traite pas ce malade, même s'il y a des traitements alternatifs, mais en tout cas, les choses se passeront pas bien. Dans certains cas, il n'y a pas de traitement alternatif. Eh bien, le pilote de ligne, quand il y a un risque, il décolle pas. C'est jamais une nécessité d'aller à un point B. Eh bien, le chirurgien, lui, il a nécessité de courir ce risque. Et c'est pour ça qu'il y a un mélange entre l'audace et la lucidité. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'audace de prendre des risques pour soigner les malades et être lucide, de dire voilà, ça c'est trop compliqué, je sais pas le faire, ou ça finalement c'est pas raisonnable, il faut on fasse autrement. Qu'est-ce que cela suppose dans la relation avec son patient ? Alors ça, c'est quelque chose qui me passionne depuis très très longtemps, et j'ai développé d'ailleurs des outils de communication médecin-malade depuis longtemps autour de ça. Et ça nécessite d'expliquer simplement des choses compliquées. Et en fait, je pense que c'est la définition d'un expert. Un expert qui connaît vraiment son sujet, il est capable d'expliquer des choses très compliquées de manière simple, en très peu de mots en fait, avec parcimonie. C'est-à-dire qu'il faut expliquer simplement des choses. Faut pas en mettre trop, faut pas en mettre pas assez. Faut expliquer avec le plus de justesse possible. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps. J'ai développé des outils de communication médecin-malade que j'utilise en consultation pour justement donner aux gens la possibilité de comprendre ce que je vais faire. Et je pense qu'il y a une vraie dimension qui est de l'information médicale, qui doit être plus que de l'information, qui doit être de fait d'apporter de la connaissance. En fait, c'est la différence qu'il y a entre la connaissance et l'information. Une information médicale, c'est par exemple dire à quelqu'un, eh bien, vous avez un cholangiocarcinome intrahépatique dans le segment 8, je vais vous faire une hépatectomie et une segmentectomie 8. Là, je vous ai apporté une information, mais vous n'avez rien compris. Si je vous explique comment est foutue l'anatomie hépatique, qu'il y a une boule dans la partie haute du foie, que vous devez couper des branches qui elles-mêmes se divisent en sous-branches et que vous allez emporter une portion du foie comme vous emporteriez la racine ou une sous-racine d'un brocoli, bah vous avez compris ce que je voulais vous raconter. Et donc là, je vous ai apporté de la connaissance parce que je vous ai simplifié les choses pour que vous soyez capable de les comprendre, mais avec suffisamment de détails pour que on ne simplifie pas trop les choses et que finalement l'information que je vous ai donnée, enfin la connaissance que je vous ai apportée est tellement simple qu'elle n'a pas d'intérêt. Donc le sujet, c'est vraiment d'apporter de la connaissance et ensuite d'expliquer pourquoi vous faites ça, comment vous allez le faire
et d'expliquer alors les risques de la chirurgie. Et il faut toujours que ce soit le chirurgien qui décide du traitement. C'est jamais au malade de décider. C'est jamais au malade de décider parce que on ne doit pas se défausser dans ses choix thérapeutiques sur le malade. On n'a pas le droit de dire, par exemple, si je vous opère pas, vous avez 50% de chance de mourir. Si je vous opère, vous avez 20% de chance de mourir. Ça, c'est inacceptable. C'est pas un choix, ça. Donc, il faut que ça soit le chirurgien qui prenne ses responsabilités, qui je vous opère pas, qui l'explique et qui justifie ses choix. Après, le type en face, il a le droit de dire j'ai pas envie parce que j'ai rien compris ou parce que je suis pas d'accord avec vos explications. Mais en tout cas, c'est pas au malade de décider, c'est au chirurgien de décider, mais c'est au chirurgien d'expliquer et de justifier ses choix. Quels sont les retours de vos confrères suite à la parution de votre livre ? Initialement, ils ont été un peu agressifs, en particulier des plus âgés. Les choses se sont tassées, indiscutablement. Voilà, maintenant ça se passe assez bien en fait. Ça se passe assez bien. Je pense que il y a des gens qui ont compris, il y a peut-être des gens qui se sont dit en fait, il n'a pas dit que des choses fausses. Je regrette un truc dans ce livre, c'est que j'ai cité nommément des gens dans la première partie du livre. Rétrospectivement, je le regrette un petit peu. Je regrette en particulier vis-à-vis d'un monsieur qui s'appelle Denis Castin, où j'ai dépeint quelqu'un qui était probablement différent de ce qu'il est réellement. Et ça, si je regrette 2 lignes dans le bouquin, c'est ça. C'est quand je dis que c'est quelqu'un qui met des choses sur le tapis, c'est pas vrai. C'est pas quelqu'un qui met des choses sur le tapis. Je l'ai présenté comme un animal politique. C'est pas du tout ça. Et là, je pense que c'est une maladresse de ma part. Et je le regrette. Sinon, je regrette pas grand-chose de ce que j'ai pu écrire dans ce livre. Mais voilà, j'ai voulu apporter quelque chose qui était du vrai, quoi. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, ça se passe parfaitement bien. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est surtout les malades dont j'ai parlé dans le bouquin, que évidemment j'ai pas cité, qui sont venus me voir et qui m'ont remercié. Et ça, je savais pas du tout comment ça allait se passer, mais il y a plusieurs malades que je cite dans le livre, en particulier la dame que je cite au début du livre, donc cette dame chez qui il y avait une fistule biliaire après une hépatectomie dans le foie, là, sur le segment 8 où il y a le cou du lac qui s'est coincé dans la pince. Eh bien, cette dame, elle est parfaitement au courant du fait que elle m'en veut absolument pas. Elle était au contraire très contente que cette histoire et une bonne fois pour toutes fait comprendre que le fait de coincer un petit morceau de tissu, même tout petit, même stérile, c'était quelque chose qui n'était pas dénué de risque. Dans votre livre, vous évoquez la crise sanitaire due au Covid-19. Quels enseignements avez-vous tirés de cette crise ? Oh, mais je vais dire des choses qui sont totalement connues. C'est-à-dire qu'en pratique, ce qu'on a compris dans cette crise, c'est que la médecine n'était pas une science exacte, que les médecins étaient capables de s'engueuler sur les plateaux de télé encore pire que les politiciens, qu'il était nécessaire d'admettre qu'on ne sait pas. Et maintenant, je crois que les choses sont assez claires. On entend très très bien. Là, typiquement sur Omicron, on sait que c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse. On ne sait pas ce que ça va donner d'un point de vue gravité de la maladie dans les hôpitaux. On ne sait pas très bien ce que donnent a priori les vaccins, mais a priori ça a l'air de marcher. Donc on commence à dire vraiment on ne sait pas. Mais au départ, pour l'avoir vécu de l'intérieur, eh bien on ne savait pas, mais on ne savait pas qu'on ne savait pas. C'est-à-dire qu'on faisait des analogies avec ce qu'on avait vécu et voilà, on disait bon voilà c'est un virus standard simplex. Voilà. Donc on a fait beaucoup d'erreurs sur en plus de toute bonne foi avec une sorte de bon sens scientifique qui est pour moi, 2 mots qui peuvent pas aller ensemble, une espèce de science des ignorants, c'est-à-dire que on pensait vraiment ça, mais parce qu'on ne connaissait pas, quoi. Et voilà, ça, je crois qu'on a vraiment appris la difficulté de la science. Et en plus, le problème, c'est que c'est quelque chose qui évolue, la science. C'est pas quelque chose qui est fixe à un moment donné. La connaissance, elle ne cesse tout le temps d'augmenter. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être légitime lorsqu'on apporte des informations, en particulier dans les médias. Et j'ai toujours trouvé hallucinant que des gens qui ont la spécialité pas infectiologue s'exprimaient sur le virus. Moi, je suis chirurgien hépatique. Je peux vous dire, j'ai jamais été causé à la télévision, on m'a demandé de le faire, des virus, parce que j'y connais rien. Je suis capable de parler du cancer du foie et du cancer des voies biliaires, mais je suis pas capable de parler des virus. Et en revanche, j'étais parfaitement capable d'expliquer que le fait qu'il y ait des malades qui viennent avec des virus et des malades de réanimation prennent des places à des gens qui ont des cancers. Et voilà, ça, j'ai été capable de le comprendre puisque je l'ai vécu.
La rencontre qui a changé votre vie ou fait évoluer votre pratique, Eric? Ah, c'est ma femme, la rencontre qui a changé ma vie. Non, c'est une blague, mais si, il y a une rencontre qui a été déterminante dans ma vie. C'est la rencontre avec une jeune femme qui s'appelle Irène Vignon-Clémentel, qui est une mathématicienne. Et en fait, c'est la rencontre avec Irène Vignon-Clémentel qui m'a apporté les mathématiques pour résoudre mes problèmes ou tenter de les résoudre, qui m'a ouvert tout un champ dans le domaine du numérique et de la santé, qui est aujourd'hui l'endroit où je me balade le plus souvent. Et c'est vrai que on avait des problématiques qui étaient de comprendre comment la pression, le débit au niveau de la veine porte évoluait après une chirurgie du foie, donc la pression au niveau des vaisseaux sanguins du foie, lorsqu'on fait une hépatectomie droite, une hépatectomie gauche, lorsqu'on enlève une partie du foie. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait avec Irène Vignon-Clémentel, qui est donc mathématicienne à l'INRIA? Eh bien, on a fait des analogies électriques entre le sang qui coule dans les vaisseaux et des circuits électriques. En fait, on a fait des analogies et elle a mis en équation mathématique ma vision du monde. Elle a mis en équation mathématique ce que je pensais de la circulation sanguine au niveau du foie, au niveau du cœur, etc., etc. Et ensuite, elle a fait tourner les modèles mathématiques et elle a comparé les résultats des modèles mathématiques aux résultats, aux observations expérimentales qu'on pouvait faire en bloc opératoire en mesurant, après une hépatectomie X, Y ou Z, la pression, le débit dans les vaisseaux sanguins. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, je vivais sur des dogmes. Je vivais sur des choses qui n'étaient pas vraies, parce que si c'était vrai, eh bien, dans ce cas-là, les modèles mathématiques devaient donner les mêmes résultats que la réalité. Et c'était pas le cas. Et en fait, par itération successive comme ça, on a été capable, elle, de faire des modèles mathématiques très très prédictifs de ce qui allait se passer, et puis moi, de comprendre que je ne comprenais pas. Et après, je suis rentré dans une espèce de sport qui consistait à prendre tous les dogmes qui sont, je sais pas, le pic des azates et des alates, donc des transaminases après une chirurgie du foie, c'est prédictif de la mortalité. Et ben, je prenais ça, j'évaluais le dogme, et dans beaucoup de cas, en fait, le dogme est un dogme, il repose sur rien. Et en fait, voilà. Donc, en fait, cet apport des mathématiques pour pouvoir tester des choses avec un regard neuf et des méthodes différentes sont aujourd'hui à l'origine de ce que je fais, c'est-à-dire de travailler dans la chaire innovation BOPA qui est à l'hôpital Paul Brousse, et donc c'est un truc que j'ai développé là avec différents académiques, quelque chose autour du numérique et du bloc opératoire. Et d'ailleurs, on travaille toujours avec Irène. En quoi croyez-vous ? En quoi je crois ? Oui. Moi, je crois au pouvoir de l'esprit, mais je crois uniquement à ça. Je crois pas en Dieu, je crois uniquement à la capacité qu'on a à se regarder penser, à la capacité qu'on a à essayer de se mettre dans la tête des autres en face, quoi. En fait, le truc, c'est que chaque fois que je suis devenu con, c'est quand je me mettais pas dans le regard des gens en face. Et en fait, si j'essaye de penser contre moi-même et si j'essaye de me mettre dans la position du monsieur ou de la dame qui est en face de moi, en général, j'arrive à trouver la solution. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Ah, qu'est-ce qui m'inspire ? Ce qui m'inspire, c'est les idées, en fait. Ce qui m'apporte du plaisir, c'est de comprendre un truc. Les mathématiques m'inspirent. Je suis très copain avec un type qui s'appelle Mehdi Benchoufi, qui est mathématicien. En fait, je comprends rien en mathématiques. Moi, je suis pas du tout mathématicien. Mais je trouve que cette mise en équation du monde, cette tentative de voir les choses et de mettre sur le papier des choses différentes de ce qu'elles sont dans la vie réelle, enfin dans le toucher. Enfin, d'être capable de s'émanciper complètement de nos sens habituels, ça m'inspire beaucoup. C'est-à-dire que d'être capable de tout remettre en cause, d'être capable de voir vraiment le monde avec des prismes différents. Voilà. Par exemple, je suis absolument passionné par tout ce qui est la mécanique quantique, ce genre de choses, où vraiment là, on arrive à appréhender le monde avec des trucs qui sont totalement contre-intuitifs. Et ça, je trouve ça complètement fou. Et ça m'inspire beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce qui m'émeut ? Les vagues. Les vagues, ça m'émeut énormément. Là, il se trouve que j'étais à Tahiti là il y a pas longtemps, et j'étais à un endroit absolument magique qui s'appelle Tiopo. Tiopo, c'est un lieu qui est au bout de la presqu'île de Tahiti où vous avez toutes les 20 secondes la mer qui se retire avec une espèce d'escalier. Vous avez une marche avec une vague énorme
qui déroule, qui est une vague pour des surfeurs que je ne suis pas très très expérimenté. Et en fait, c'est le mélange d'un calme et d'une énergie considérable. C'est-à-dire que c'est ça qui est absolument fou, c'est-à-dire que c'est extrêmement calme, puis brutalement, vous avez une espèce de montagne d'énergie avec un souffle absolument démoniaque, avec un bruit terrible sur le corail, et puis ça se calme et ça repart. Et ça m'émeut énormément. Qu'est-ce qui vous effraie ? Éric Zemmour. Ouais. Qu'est-ce qui vous indigne ? Le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme. Ça, je trouve ça absolument terrible d'exclure les gens. Ce qui m'indigne un petit peu, c'est le fait de se sentir supérieur en fonction de l'endroit où on est né. Ça, j'ai toujours trouvé ça diabolique, quoi. De considérer qu'intrinsèquement, on est différent parce qu'on est né à l'endroit, Voilà, je pense que ça, c'est pas bien. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que, indiscutablement, on devient beaucoup en fonction du milieu dans lequel on vit. C'est très clair. Voilà, mais ce qui m'indigne, c'est ça. Ça, le fait d'exclure les gens, sous prétexte qu'ils sont noirs, jaunes, blancs, je sais pas moi, homo, juifs, arabes. Ça m'indigne, ouais. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Ce qui me fait du bien, c'est d'être avec ma femme et mes enfants. Ça me fait beaucoup de bien. Et de voir mes enfants heureux, intelligents. Et puis, voilà. Ce qui me fait du bien aussi, c'est des gens qui sont capables d'être honnêtes intellectuellement. Ça me fait du bien. C'est-à-dire que, où on sent que c'est pas un truc à 3 bandes parce que le type, il veut prendre la direction de ça. Ça me fait du bien. J'aime bien les gens honnêtes. Votre mantra ou la phrase qui vous fait du bien ? Ce que j'aime beaucoup, c'est une phrase de, je sais plus qui c'est, qui dit la tête est ronde pour que les idées puissent changer de direction. Ça, j'aime beaucoup cette phrase. Voilà. Eh bien, merci, Éric Vibert. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode consacré au droit à l'erreur et au devoir de transparence dans le système de santé avec le professeur Éric Vibert. Trop souvent encore, l'erreur comme l'échec sont considérés comme des marques indélébiles d'incompétence. Or, l'apprentissage de la vie consiste souvent à savoir ce qu'il faut éviter. Tout le monde sait qu'il faut laisser les enfants jouer un petit peu avec le feu afin que leurs blessures leur servent de leçon et soient utiles à leur sécurité. On peut appliquer cette méthode à la santé publique et construire un système de formation et de protection qui adresse suffisamment le risque pour réduire le mal que pourraient causer des événements hostiles tout en conservant les bénéfices de l'expérience. Prépare-toi au pire, le meilleur peut s'arranger de lui-même. Ce proverbe yiddish s'adresse autant aux bons soignants qu'aux bons patients. Il appelle à la responsabilité et à l'engagement de chacun, non pas à éliminer mais à domestiquer son risque. C'est ce que propose par ailleurs le professeur Vibert avec la création de la chaire BOPA, le bloc opératoire augmenté. Outre de sérieux problèmes d'éthique qu'elle révèle quand elle est dissimulée, l'erreur donne des renseignements indispensables à l'émergence de l'excellence, qui n'est pas à confondre avec la perfection, un idéal ne pouvant que conduire aux impasses, fraudes et illusions perdues. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bloomingyoU.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.